Le problème des Africains, c'est que beaucoup parlent mais ils ne sont pas enseignés. Or, la Bible dit, faute de connaissance, le peuple périt. Il faut enseigner. Une belle femme comme toi, bien potelée, qui a tous les atouts. Il y a des secrets que je dois te donner. Bienvenue à tous dans cet épisode de On se dit tout où nous allons plonger dans les thèmes qui touchent à la fois l'âme et le quotidien. Aujourd'hui, nous recevons une figure unique et influente, le général Kami Makosso, ou comme beaucoup le connaissent, le général de Dieu. Pasteur, influenceur et fervent défenseur de la foi, il s'est forgé une place au sein de la sphère publique ivoirienne, où il aborde des sujets aussi bien spirituels que sociaux. Sa capacité à toucher le cœur de milliers de personnes tout en naviguant des controverses en fait une personnalité complexe et fascinante. Général Makosso, merci de vous joindre à nous pour cet épisode. Nous sommes impatients de découvrir votre parcours et d'explorer comment vous conciliez foi, authenticité et influence, surtout face à vos critiques. Général, bienvenue. Merci beaucoup. Donc, vous êtes aujourd'hui une figure très influente à travers le monde et même très influente et très suivie. Pourrez-vous nous parler de votre parcours et des étapes clés qui vous ont amené à devenir l'influenceur que vous êtes aujourd'hui? Si on veut parler de parcours, on remonte pratiquement c'est toute une vie. Il faut dire que dans un premier temps, en 97, c'est là que je me convertis officiellement au christianisme. En 99, je m'engage dans la foi chrétienne. Et à partir de l'année 2001-2002, je reviens à la capitale d'où je traverse des moments très difficiles. Et à partir de 2006, je commence maintenant à m'intéresser aux médias. Aux médias au niveau de la télévision, pour passer des annonces, organisation de voyages et autres. On traverse un peu. Et c'est à partir de 2016, je peux le dire que je me plonge effectivement dans le monde des réseaux sociaux. Ouais. Voilà, suite à la suspension des religieux qui ne pouvaient plus passer sur la télévision nationale, on n'avait pas de moyens de communication. Et puis je découvre le monde des réseaux sociaux. Et à partir de là, on a su tout doucement, faire des choses d'abord par passion, et après, on découvre ce que ça donne un peu et on se dit qu'on n'a pas encore véritablement atteint l'objectif qu'on veut atteindre. Et donc, qu'est-ce qui vous a mené sur le chemin de la religion? Vous êtes pasteur, c'est pas donné à tout le monde d'être pasteur. Non, moi d'abord j'étais dans le haut banditisme au niveau de la capitale Abidjan et mon père nous oblige à déménager pour nous rendre dans un village de Ndoussi. Et là, quelques mois plus tard, il y a une convention qui devait se faire d'une église anabaptiste. Plusieurs chrétiens venaient d'Abidjan, donc on s'est dit on allait au moins parce qu'on était très dépaysés. Et lorsqu'ils arrivent pendant la convention, c'était sur l'onction, le Saint-Esprit. Et pour la première fois, je voyais des gens tomber. Et quand ils se relevaient, ils étaient tellement heureux. Une paix que je n'avais pas. Et j'ai dit au pasteur, comment faire pour avoir cette paix? Il dit, il faut que tu changes de vie. Voici comment je me convertis. Et ma conversion était tellement radicale avec la dissolution du gang, les Flash Boys, dont j'étais le leader. Et à partir de là, plusieurs pasteurs me disaient, Dieu nous révèle que tu vas le servir. Et moi, au travers de plusieurs songes, de plusieurs révélations et autres, je sentais que j'étais appelé pour cela. Et en 99, je m'engage dans le ministère avec la fondation de la première église, qui était la mission évangélique Foyer Action. Et ça fait maintenant bientôt, on est maintenant dans un demi-quart de siècle, 25 ans que je suis pasteur. Waouh! Et donc, quelles sont les expériences ou les personnes qui ont le plus façonné votre personnalité et votre vision des choses? Waouh! Il faut dire que l'une des premières personnes, c'est d'abord le révérend Eba Raymond, qui est le pasteur qui m'a amené à la conversion. Et ensuite, celui qui m'a le plus impacté pour faire de moi l'homme que je suis aujourd'hui, c'est l'archevêque Assis Dazito, paix à son âme. C'est lui qui m'a fait comprendre les stratégies, l'intelligence, parce que quand tu te convertis, tu vois tout d'abord en péché. Tout est péché, l'argent c'est le péché, tout c'est le diable. Il m'a dit non, il m'a fait comprendre beaucoup de choses sur le pouvoir de la nature, le pouvoir de la manière, de la stratégie, le pouvoir de la persuasion, le pouvoir de la contre-intelligence, le pouvoir de savoir s'intéresser aux choses politiques. Il m'a fait comprendre que l'évangile est un tout.
Même quand je parle, c'est même ma manière de m'exprimer, c'est lui qui m'a appris ça, cette manière de parler, c'est lui l'archevêque. Il m'a appris beaucoup de choses. L'attitude même qu'il faut avoir quand tu es face à un grand. Le comportement, tout c'est lui. Lui, je lui dois beaucoup et je lui dois tout. Je peux dire. Et ensuite aussi, les réseaux sociaux, bon, personne ne m'a influencé, c'est moi qui influence. Non, il n'y a personne, je suis le chef. Voilà. Mais Blé Goudé Charles. Voilà. C'est souvent la manière de parler avec autorité. C'est Charles Blé Goudé qui m'a beaucoup influencé. Et j'ai pris beaucoup de lui pour être sur les réseaux sociaux. Absolument. Votre parcours est très inspirant, mais il est aussi empreint de défis. Quels moments de votre vie spirituelle et personnelle vous ont le plus marqué dans votre cheminement vers votre rôle de leader religieux? Il faut dire que l'un des événements qui m'a le plus marqué, je peux dire, c'est la rencontre avec ma femme. Parce qu'elle était encore jeune pasteur, j'avais 22 ans. Et nous étions dans une église que j'étais venu relever, qui était tombée, je crois, à 60 personnes. Et quand j'arrive, on remonte jusqu'aux environs de 700 personnes. Et après, il y a des difficultés dans l'église parce que mon leadership dans l'église commençait à gêner un peu le pasteur qui était là. Et quand je tombe amoureux de ma femme, là, je perds tout. Et c'est là que je me mets à beaucoup douter. Est-ce que je continue ou j'arrête? Et c'est elle qui me disait toujours, tu dois continuer parce que tu es né pour impacter ta génération. Wow. Voilà, donc c'est cette époque en 2002-2003 qui a été, je peux le dire, l'époque la plus marquante de ma vie. Wow. Donc nous allons maintenant parler de votre rôle d'influenceur et d'impact. Vous avez une forte présence sur les réseaux sociaux, vous êtes suivi par des millions de personnes. Comment décrirez-vous votre mission en tant qu'influenceur? Parce que lorsque je vous regarde sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que vous avez une mission, que vous êtes là pour accomplir une mission. Vous n'êtes pas juste en train de vous poster sur les réseaux sociaux juste pour poster. Donc comment décrirez-vous votre mission? Je peux dire... Je le disais, il y a des étudiants que je ne me considère pas trop comme influenceur. Bon, influenceur, ça englobe un peu tout. Un pasteur est un influenceur, il influence des personnes et autres, mais je me considère plus comme un leader d'opinion. Lorsqu'il y a un problème spécifique, que ce soit politique, que ce soit dans le milieu, je parle du culturel, que ce soit dans le milieu de la société, je veux donner ma prise de position. Et souvent, elle est difficile à percevoir au départ, mais après, avec les analyses, les éléments clés, les argumentations, beaucoup de personnes comprennent. Il y a des dossiers, par exemple, où 80% de l'opinion publique est contre la personne qui est au cœur du dossier. Mais quand j'analyse, c'est comme le dossier Sidiki Diabaté lorsqu'il y a eu son arrestation. Tout le monde le tapait dessus parce qu'il s'est impliqué une femme qui, après 7 ans, disait qu'elle avait été victime de violence. J'estime que c'est pas après 7 ans que tu vas ressentir les coups. C'est pas quand quelqu'un décide de vouloir se marier que tu dis qu'il me battait. Mais il la battait. On a vu tous les images et les vidéos, il la battait. Je reviens sur ce que je dis. Vous êtes avec un homme. Vous faites 7 ans avec lui. Vous avez eu, par exemple, je prends un cas, un problème. Et vous êtes resté avec lui. Vous sortez avec lui. Je peux pas être vulgaire sur votre plateau. Mais tu jouissais avec lui. 7 ans plus tard, il dit, je ne sens plus la relation, je veux me marier. Oh non, il y a 7 ans, il me battait. Tu nous manipules. Ça, bon, pour moi, personnellement... Je suis un peu sur le cas Sidiki Diabaté parce qu'à la fin... Personnellement, pour moi, je trouve que ces deux-là, pour moi, c'est de la manipulation. À partir du moment où tu estimes être une femme battue, tu quittes l'homme qui te bat. Mais c'est pas tout le monde qui peut quitter. La violence basée sur la violence domestique est très difficile. C'est facile de juger qu'on n'est pas dans... Parce que moi, je traite des cas. Des fois, il y a plein de raisons qui font que la personne ne part pas, mon général. Pourquoi attendre quand le monsieur veut maintenant marier une autre femme, que c'est là maintenant tu en parles? Mais moi, je ne pense pas qu'elle a attendu quand il voulait se marier. C'était la dernière bastonnade qu'elle a partagée sur les réseaux. Ah non. La dernière bastonnade était selon ce qu'elle-même a partagé après, était un maquillage. Elle s'est maquillée pour faire un TikTok. Non, mais il y a eu des images. Non, il l'a frappée. Tu es d'accord avec moi quand même qu'il l'a frappée? Non. Ok, bon, on va continuer. Je suis pas d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Parce que maintenant sur TikTok, on peut se faire des make-up. Oui, mais attention, il a avoué et il a demandé pardon parce qu'on l'a enfermé. On l'a enfermé, il y a eu des investigations, on s'est rendu compte qu'effectivement, il l'a battu et lui, on n'a pas encore les conclusions de l'enquête. Pourquoi il a fait un mea culpa? Non, il n'a pas fait de mea culpa. Ah si, c'est ce qu'il a demandé pardon aux femmes. Non.
Ah, si. Je ne me rappelle pas de cette vidéo. Je sais qu'il avait été arrêté. Nous nous sommes mobilisés. Il a été libéré. Et ensuite... Il a présenté des excuses. Je te chercherai la vidéo. Tout le monde la vidéo. Mais il n'y a pas de souci. Maintenant, ça c'est un Sinon, il y a des femmes qui sont battues. Moi, ma mère était une femme battue. J'en sais. Elle est restée? Non. Elle est partie? Ma mère, elle est partie. Après combien de temps? Ma mère, elle est partie lorsque nous lui avons dit, maman, ça ne peut plus durer. Mais vous lui avez, exactement. Oui. Vous lui avez dit, ça veut dire que ça a pris du temps pour que vous lui dites que ça ne peut plus durer. C'est pour ça, au fait... Mais si ma maman attendait que mon papa prenne une autre femme pour commencer à venir crier qu'il est mauvais, elle dit, maman, ce que tu fais, ce n'est pas normal. Mais ça ne le dédouane pas de ce qu'il a fait à ta maman. Ouais. Ok, mais ça, c'est un très bon point. Maintenant, vous parlez de l'égalité des sexes et les femmes maintenant qui donnent des coups de poing maintenant des hommes. Mais je suis d'accord. Non, la violence, rien ne justifie la violence. Chose. On est sur ton plateau. Oui. Toi et moi, on est en couple. Oui. C'est la légalité des sexes, non? Oui. On est même chose, c'est l'émancipation, non? Oui, absolument. Maintenant, on est dans le couple, tu me tapes. Mais va porter plainte, amène-moi la justice. Non, moi... Est-ce que j'ai le droit, dans le domaine qu'on est maintenant égaux, là, j'ai le droit de te donner aussi un coup de tête? Non, tu ne peux pas me donner un coup de tête. On n'a pas la même force. Donc on n'est pas... Vous n'avez pas dit qu'on est la même chose. Vous n'avez pas dit qu'on est la même chose. Quand on parle de l'égalité des droits, on parle des droits humains, des droits fondamentaux. C'est de ça qu'on parle. Mais sinon, ta force... Sinon, en matière de force, l'homme est votre chef, non? Non, tu n'es pas mon chef. Tu es plus fort que moi. Quand tout de suite, un voleur rentre dans cette pièce... Est-ce que si tu appelles la police, tu souhaiterais voir des femmes policiers venir ou bien des hommes policiers? Oui, parce que si... Non. Elle viendra et... Si tout de suite on dit on est en guerre, je touche du bois, la Guinée est en guerre contre un pays, tu voudras voir des commandos femmes aller au front ou des hommes? Oui. Maman. Oui. Maman. Maintenant, ça m'amène à ma prochaine question. Comment est-ce que tu choisis les sujets sur lesquels tu vas débattre? Est-ce que... comment tu fais le choix de mener certains combats? D'abord, il faut que ce soit un combat qui me touche. Oui. Personnellement. Quand le combat me touche, là, je vais en guerre. Maintenant, pour garder la visibilité, parce que c'est très important avec l'algorithme des réseaux sociaux, lorsqu'il y a un sujet qui est d'actualité, tu es obligé de te prononcer. Okay. Sinon, tu disparais. Voilà, donc il y a des sujets, par exemple, on te dit que Vinicius n'a pas eu le ballon d'or. Voilà, je vais le prendre. Mais pas venir parler de ça, parce que je dois faire passer un message pour parler un peu du racisme. Absolument. Voilà, donc j'utilise toujours les sujets d'actualité pour en même temps crocheter en même temps un autre message. Par exemple, aujourd'hui, je me suis levé dans la voiture et je me suis dit, écoutez, il y a des TikTokers qui aujourd'hui ont abandonné les études pour les réseaux sociaux. Oui. Ça, c'est grave et c'est tellement grave. Et aujourd'hui, beaucoup de filles sont en train de tout abandonner parce qu'elles se disent, un jour, je vais percer, je serai connu, je vais faire des placements de produits autres. Et finalement, si tu as ton entreprise, quel est le niveau scolaire intellectuel que tu as pour gérer l'entreprise? Absolument. Donc j'ai choisi mes sujets en fonction du buzz, faire ressortir un enseignement. Et quand maintenant c'est une affaire qui me touche, par exemple contre l'affaire de cette jeune fille qui est décédée au niveau du Canada, ça, ce sont ce sont des dossiers, quand je les prends, je vais jusqu'au bout. Il y a eu le dossier Mada au niveau de la Côte d'Ivoire, de la femme de Cheikh Tioté qui a vendu les biens. Ça, ce sont des dossiers de société d'où des enseignements peuvent sortir et ils doivent avoir un résultat juridique. Voilà. Et puis il y a aussi la fois aussi des Whoopi, tout ça aussi. Voilà. Donc, vraiment, c'est des dossiers qui m'intéressent. Et donc, votre style est direct et parfois provocateur, mais très différent de ce qu'on attend d'un pasteur traditionnel. Pensez-vous qu'il est nécessaire que les leaders spirituels aujourd'hui doivent adopter une approche plus moderne et plus médiatique pour toucher la jeunesse? Bien sûr, Martin Luther King disait, un leader religieux qui ne répond pas aux problèmes sociaux, économique, spirituel, mais pas un leader. Il ne sait pratiquement rien. Ça ne sert à rien d'être toujours à la mosquée, d'attendre les sarakas et les arcades, ou bien d'être à l'église pour attendre les dîmes et les offrandes, mais tu ne peux pas répondre aux besoins. Il y a des problèmes de société où c'est les leaders religieux, parce qu'ils gèrent quand même en Afrique 85% de la population. Ils ont un impact incroyable. C'est vrai. Et ils sont toujours dans les coins, juste la prière, quand ça ne va pas, on va prier. Non, il y a des moments donnés où ils doivent se prononcer. Sur l'économie, ils doivent se prononcer. Quand ça ne va pas dans le pays, ils doivent se prononcer. Parce que le chef de l'État, le guide, le leader traditionnel, n'est soumis qu'au guide religieux. Le guide religieux n'est pas soumis au chef traditionnel. C'est le chef traditionnel qui est soumis. Donc, ils ont une influence qui néglige. Et c'est très dangereux. Ils doivent s'impliquer dans des déclarations. Mais le style Makosso est un style spécial. Voilà, même mes amis pasteurs, quand je les rencontre, ils disent personne ne peut faire ce que tu fais. Parce qu'on peut se faire lyncher d'une manière. Moi, plus on me lynche, plus
plus je me sens bien. Ça t'enjaille. Ça m'enjaille, je suis un maso. Plus on me suit, je suis content qu'il voit une habilité quand il fait une vidéo comme il dit voilà, l'imbécile est en train de parler de moi, l'enfoiré. Je vais lui répondre demain. Et donc, quelles sont les responsabilités que vous ressentez vis-à-vis de votre communauté, notamment des jeunes Africains qui vous suivent et qui s'inspirent de vous? C'est la réussite. Je me sens porté par une mission de les faire réussir par les stratégies dans le domaine de l'entrepreneuriat, parce que je suis aussi écrivain de 3 livres, Les secrets de la réussite, comment réussir à devenir millionnaire en 1 an et comment réussir à l'étranger. Il faut qu'ils soient... Le problème des Africains, c'est que beaucoup parlent mais ils ne sont pas enseignés. Or, la Bible dit, faute de connaissance, le peuple périt. Il faut enseigner. Une belle femme comme toi, bien potelée, qui a tous les atouts. Il y a des secrets que je dois te donner. Combien de ministres souvent te draguent? Personne ne me drague. Avec moi, donc, dans l'art de la route, Marma, il doit faire des offrandes pour les veuves et les orphelins. Le dragueur doit payer parce qu'il te paye le temps. Donc c'est tout ça que j'espère expliquer à l'ensemble des personnes, que réussir est la seule chose qu'ils pourront laisser à leurs enfants. Parce que l'Africain vit oubliant qu'il a des enfants qui viennent. Oui. Il commet des erreurs. Des jeunes filles prennent des grossesses non désirées. Demain, l'enfant sort, ta vie est gâchée. Tout simplement, je l'aimais. Oh non. Il faut les faire comprendre que la vie est dure. Ouais. Et que nous avons un défi. Nous avons 400 ans d'esclavage non dédommagé. Oui. Et je ne comprends pas pourquoi nos chefs d'État n'ont pas demandé un dédommagement. 400 ans d'esclavage. Oui. Pourquoi nos chefs d'État n'ont pas demandé, moi, président de la République, la première des choses, je dépose une plainte officielle à la Cour pénale internationale contre tous les pays qui ont été à la base de l'esclavage pour qu'ils dédommagent. Et j'arrête de payer comme on appelle ça, les crédits de la Banque mondiale, du FMI, tant qu'il n'y a pas de dédommagement. C'est important. Ils doivent nous dédommager. Absolument. Parlons de votre foi et de vos convictions religieuses qui occupent une place très importante dans votre discours. Comment celle-ci influence-t-elle vos actions et vos messages? Beaucoup, parce que je m'inspire beaucoup des versets de la Bible, des enseignements de la Bible pour donner mes messages. Je prends un exemple simple. Vous prenez le cas, par exemple, d'une fille comme Esther dans la Bible. Esther dans la Bible, par exemple, si je veux parler du mariage, je suis obligé de prendre son cas, parce que beaucoup de femmes attendent que les hommes d'abord viennent les draguer. C'est une erreur. Une femme qui veut se marier cherche. Et dans l'art de la chasse, tu te rends là où tu veux. Si tu veux chasser l'éléphant, tu es obligé de te rendre en forêt profonde. Si tu veux chasser par exemple les oiseaux, mais tu vas te rendre plus dans tel endroit et autre. Donc, et en fonction de ça, tu te donnes les armes qu'il faut. Vous avez des femmes par exemple qui veulent se marier, mais qui n'ont même pas la capacité de s'entretenir, même de se maquiller. Elle va y tout en diable et elle demande à Dieu de leur donner un mari. C'est la sorcellerie. Vous voyez, Esther, pendant 6 mois, s'est fait belle. Elle s'était parfumée, elle se mettait bien. Et quand elle a rencontré l'homme pour la première fois, elle ne s'est pas amusée. Un homme, on le drague, on le rencontre. Et quand tu as l'opportunité de sortir avec lui, tu ne lui fais pas l'amour, tu le violes. Tu as compris? Viol, c'est un terme trop fort. Mais il faut un homme, il faut le secouer. C'est-à-dire, il doit sentir le gangani qu'il est, il doit sentir qu'il est avec une femme. Quand il se lève, quand il te dit maman, un homme à qui tu as fait l'amour, qui ne t'a pas appelé maman, c'est que tu n'as rien fait. Et donc, Général Makosso, oui. Loin des réseaux sociaux, des projecteurs et de cette forte présence publique que vous avez, comment gérez-vous votre vie personnelle loin de tout ça? Là, quand les réseaux sociaux se coupent, c'est mes enfants. Dès que c'est fini, c'est mes enfants. Qu'est-ce qu'ils sont ils font, comment ils vont, et les études, qu'est-ce qu'ils vont devenir demain, et autres, c'est mes enfants. Et loin des réseaux sociaux, c'est au moins répondre à 1000 messages WhatsApp par jour. Wow. Et ça aussi, c'est toute une organisation, c'est toute une vie. C'est pas du tout facile parce qu'il faut répondre aux gens qui t'expliquent leurs problèmes et autres. À côté de ça, il y a la puissante organisation qui est la Commission protestante évangélique des pasteurs, qui englobe plus de 10 000 pasteurs qu'il faut aussi gérer. Et à côté de ça, il y a les opérations immobilières qu'il faut gérer. Donc, je m'organise à ce que chaque heure réponde à quelque chose. Je me réveille toujours à 10h jusqu'à 12h, on ne me dérange pas. Je réponds à mes messages. Ensuite, en midi de je suis au bureau, je donne les instructions. De 14h à 15h, à 16h, je travaille, je m'occupe des enfants. 16h, 18h, je dois dormir, obligatoirement, la sieste obligatoire. À partir de 18h, je prépare mes messages. 20h, je lance mes lives. Quand je n'ai pas de live, je me repose, je lis mes messages, j'étudie, je regarde la vie des autres, je regarde les autres lives et autres. J'essaie de voir un peu mes performances et autres. Et puis ensuite, voilà. Et donc, dans votre vie privée, quelles valeurs et pratiques vous êtes à rester centré, c'est-à-dire à dissocier le personnage public au père de famille,
à l'oncle, au frère, au fils. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Reprenez bien la question, je comprends. Je dis au fait, qu'est-ce que vous faites? Quelle valeur maintenez-vous ou quelle valeur pratiquez-vous pour dissocier les deux, la personnalité publique de la personne? Parce que c'est ça aussi, il y a une personne derrière. Tout à fait, bien sûr. Sur les réseaux sociaux, nous sommes des acteurs. Nous sommes des acteurs. Il faut dire que lorsque nous sortons des réseaux sociaux, il faut avoir un contact franc et direct. La plupart, et ça dépend des rapports. Quand je suis avec mes enfants, c'est un autre monsieur. Vous êtes quel genre de père? Manipulé. Le père manipulé. Ah bon? Ouais. Vous êtes papa, c'est-à-dire vous êtes pâte à modeler dans la main des enfants. Voilà, ils me manipulent, voilà. Mais en même temps, ils connaissent les limites et autres. Ils savent que sur les études, je ne plaisante pas. Vous avez 5 enfants, n'est-ce pas? Exactement. De quel âge à quel âge? Le premier, je crois, il a 22 ans. Waouh, ok. Kimi a 20 ans. Métis a 19 ans. Paris, elle a 15 ans. Et puis H, il a 12 ans. Voilà. Donc, après, c'est les études. C'est les études. Toujours leur rappeler que les erreurs qu'ils vont commettre, c'est eux qui vont subir les conséquences. Voilà. Moi, mes enfants, c'est toute ma vie. Wow. C'est-à-dire, là, par exemple, j'ai fait 2 jours sans parler avec Kimi parce qu'elle veut forcément que ce soit moi qui paye son billet d'avion pour venir à un événement qui est l'événement de son entreprise. C'est pas possible. Oui, vous contribuez. Mais c'est ton événement. Tu es chef d'entreprise. Tu regardes dans ta caisse et ça devient la bagarre. Elle ne me parle plus, elle me bloque sur le WhatsApp. Et moi aussi, je la bloque aussi. Et on s'attend à Abidjan pour régler le problème. Et autres, elle se fâche, elle parle à mes secrétaires. Papa est devenu méchant. Est-ce qu'il n'y a pas une femme qui est derrière, qui est en train de le manipuler? Il n'est plus comme avant. Maintenant, il est devenu dur, ça fait d'argent. Il nous a dit qu'il travaille, c'est pour nous. Donc, tout ça, il faut gérer. Voilà. Ouais. Et donc, comment vous arrivez à gérer les réseaux sociaux? Ils sont sur les réseaux sociaux, oui. Ils sont assez grands. Tout à fait. Donc, est-ce qu'il vous arrive aussi d'avoir des discussions houleuses à la maison par rapport des fois à vos prises de position sur certains sujets? Elles ne tentent même pas de l'aborder parce qu'elles savent que elles ont connu le père très rigoureux. Ah oui, parce que quand maman m'appelle pour dire les enfants d'école, comment je viens, il n'y a pas de tout, c'est la bastonnade. Moi, il n'y a pas les histoires d'émancipation. Non, les enfants, on ne les touche pas. Comment je viens d'avoir la ceinture, la main d'abord, il te chicote bien, bien même. Voilà, je pense que Kimi, il y a 2 ans de ça, mais il est tapé même encore bien, bien même. Voilà. Donc, ils savent, connaissent les limites. Ils savent quand je prends des prises de position, mais il peut arriver qu'il y a un sujet ou par exemple je suis en train de trop aller fort, qui me va s'approcher et dit papa, affaire de telle personne, je suis ami avec son enfant. Oh, oui, voilà. Oui, ça c'est un peu difficile. Il faut laisser. Et puis là, je suis désarmé. Là tu voilà, je suis désarmé autre. Voilà, ou bien souvent c'est une de ces tatas qui va me dire général, ça là vraiment ça peut avoir des répercussions sur les enfants, tout. Et puis j'essaie maintenant de faire très attention. Il y a des sujets inutiles que j'évite maintenant pour protéger les enfants parce que eux aussi ils voyagent. Oui. Ils sont grands maintenant. Ils sont grands. Quand c'est des sujets par exemple qui touchent à des nations, j'évite d'en parler parce que j'ai pris des prises de position où ça empêchait ma fille par exemple d'aller au Burkina Faso. Donc maintenant j'essaie d'être prudent. Tout à fait, c'est vrai, c'est important. Et donc vous avez eu à traverser beaucoup de défis et de moments difficiles. Quels sont, si vous aviez 3 moments, quels sont les 3 moments les plus difficiles de votre parcours? Le premier moment c'était la naissance de Kimi parce que j'avais rien. Ma femme va accoucher puis j'ai pas un sou, j'ai rien. On n'avait que 7500 francs dans la poche. Wow. Ça c'est difficile. On est obligé d'aller vivre chez des enfants spirituels, c'est un de nos fidèles qui vient dans un studio déjà à 4 et nous on débarque encore à 3. Ensuite il y a la prison. Quand tu te retrouves 15 mois en prison et que tes enfants sont obligés d'aller vivre chez ta belle-mère qui ne t'aime pas. Et puis ensuite le décès de madame qui a été une épreuve. Waouh, ça a été le coup le plus dur. Et quand tu la paies et qu'on t'accuse publiquement pendant 8 mois, où on ne peut pas l'enterrer parce qu'il faut faire l'autopsie, il y a le Covid, on ne peut pas faire, et avec les mesures barrières, on n'est pas là, non, ça a été... On vous a accusé? Ah ouais. Elle est décédée de quoi? Suite à une opération. Elle a fait une opération d'une hernie de la ligne blanche, quelque chose qu'on disait bénigne, simple. Elle rentre le lendemain, elle a des douleurs, elle appelle le médecin qui lui dit, il va prendre juste un space-fond. Après, puis comme une crise d'épilepsie, elle tombe devant tous les enfants et autres. Et puis des personnes qui sont à 6000 km se lèvent un matin et disent non, Dieu m'a montré que Makosso a tué sa femme. Comme ça. Mais comment vous arrivez à gérer ça? D'abord, le deuil que vous n'arrivez même pas à faire.
vous n'arrivez pas à l'enterrer et vous devez aussi vous défendre. Non, ça te pousse à devenir monstre. Parce que ça sème en toi une colère qui ne passe pas, qui fait en sorte que tu as cette colère en toi, tu vis avec. Et puis bon, après tu te dis c'est la vie. Et comment vous avez réussi à surmonter? Tu ne surmontes pas, c'est des choses qu'on ne surmonte pas, tu vis avec. Tu vis avec et puis bon, c'est la vie. C'est la vie, on espère qu'un jour, on va traverser cela. Mais moi, tant que je vois mes enfants être heureux, moi, c'est le plus important. Moi, je suis heureux quand mes enfants sont heureux. Dieu merci, aujourd'hui, mes enfants ne ressentent plus trop cette étape. Donc, ça fait combien d'années maintenant? Ça fait maintenant 4 ans. Ouais. Ça fait maintenant 4 ans. Ça a été le coup le plus dur. Plus que la prison. Ouais, plus non, que la prison, c'est rien. La prison, c'était dû à quoi? La prison, c'était dû d'abord à un problème politique parce que le président Ouattara devait être candidat. Moi, j'ai dit, quand on est venu me voir pour faire la campagne du président Laurent Gbagbo, j'ai dit il est impossible de le battre. Donc, si vous voulez aller contre le président Ouattara, arrangez-vous pour ne pas qu'il soit candidat. Sinon, vous ne pouvez pas le battre. On ne peut pas battre les nordistes. Ils sont plus nombreux que nous. Sa base, c'est la communauté musulmane. Ils font 3-4 enfants. Ils ont 10 enfants. Ils ont 3 femmes. Et autres, on va les battre comment? Laissez ça. On dit, oh, Makosso n'est pas clair. Il doit être lui. Mais est-ce qu'il est vraiment un Ivoirien? Donc, on lève un problème pour lequel j'avais une décision de justice qui me permettait de rembourser des personnes que ma secrétaire avait escroquées. Et on me jette en prison 15 mois sans être jugé. En instruction. Ouais. Mais ça, c'était pas un point de preuve. Ouais. C'était pour moi une école. J'étais tellement fier d'aller en prison parce que c'est là-bas que j'ai écrit mon livre. Ouais. Je vivais comme un roi tranquillement. Je prêchais aux prisonniers. Je les enseignais comment réussir quand ils sortent de la prison. C'était une belle expérience. Et donc, revenons sur votre épouse. Mes condoléances, hein, vraiment mes condoléances. Et elle partageait souvent vos opinions ou bien elle essayait de vous tempérer, de vous modérer? Non, elle partageait mes opinions. Ma femme était ma première fan. Mais quand il y avait des mots grossiers, là, elle n'était pas contente. Elle n'aimait pas quand je suis grossier. Elle dit, non, Camille, ça, tu es un homme de Dieu. Ça, ce sont des choses qu'on ne dit pas, tout. C'était, je peux le dire, parce que moi, je suis un homme très compliqué. Voilà, je suis un peu, on m'appelait souvent Kadhafi. Je dirais complexe. Pas compliqué, complexe, voilà. Multiples facettes. Voilà, je suis tellement perfectionniste que... Et puis du fait qu'elle était dans le ministère avec moi, à un moment donné, je ne la voyais pas comme mon épouse, mais je la voyais comme une collaboratrice, donc tu dois être performante. Donc là, quand je suis trop dur, je suis compliqué. Puis j'ai des propos, j'ai des paroles qui peuvent blesser. Ouais. Surtout le mot bête. Moi, quand quelqu'un te dit, mais tu es trop bête, on ne peut pas être aussi bête que ça. Même le chien qui passe est plus intelligent que toi. Tu es bête et tu es con. Donc ça blesse souvent. Ouais. Ça blesse souvent. Donc, je fais un effort pour vraiment changer sur ce domaine. Et elle a beaucoup pris de balles perdues. Et puis le soir, maintenant, il faut me mettre le mari. Non, non. Tu savais dissocier le travail de la maison. Elle n'a pas oublié la parole de la journée. Ce soir-là, tu ne me touches pas. Si tu me touches, Camille. Non, maman, c'est-à-dire qu'il faut la marmailler. Voilà. Ouais. Et donc, quand vous regardez en arrière sur votre parcours de jeune homme jusqu'à aujourd'hui, y a-t-il des choix que vous auriez fait différemment? Y aurait-il quelque chose que vous auriez fait différemment? Non. Je l'aurais fait tel que je l'ai fait. Parce que si je ne l'avais pas fait, je n'allais pas être assis sur ton plateau. Absolument. Ah non, elle n'allait pas fait. Mais, sauf qu'il y a des prises de position que j'allais éviter. Ou bien des réponses à des personnes qui m'ont clashé. Que j'allais garder le silence et pas répondre. Mais comme on était tous novices sur les réseaux sociaux, on s'est dit que c'était notre manière de faire avoir aussi notre expérience et autres. Voilà. Et donc, si vous pouviez regarder ce jeune homme que vous avez été, est-ce qu'il y a-t-il une leçon que vous auriez aimé lui transmettre? Oui, j'allais lui dire de faire encore 2 fois plus. Oui, comme en Côte d'Ivoire, il faut être encore 2 fois plus bas habillé qu'avant. Ça, c'est le mot nouchi. Il faut 2 fois plus. Il faut emmerder encore les gens. Il ne faut pas les laisser. Il faut être dans les sangs. Voilà. Ça, c'est ce que j'allais lui dire. Elle lui dit, tu es devenu encore un peu trop... Tu n'es pas trop percutant. Deviens encore très percutant. Répands encore les lives que tu reprenais quand maman était là. Dans le domaine de l'évangile, les autres sont encore plus percutants comme avant. Ça, c'est ce que j'allais lui dire. Et avec un parcours qui a été ponctué de succès, mais aussi de profondes pertes, comment définissez-vous votre bonheur aujourd'hui? Moi, j'ai pas de bonheur. Hein. Vous n'êtes pas heureux? Non. Moi, je suis pas heureux. Moi, je serais heureux quand je
j'aurais aidé beaucoup de personnes. Moi, je vis comme sur un sacrifice. J'arrive souvent dans des endroits, on me dit profite. Par exemple, on est sur une telle île, je dis écoutez, on finit les vidéos, on se barre. J'arrive Vous ne prenez pas un moment pour vous. J'ai vu ça, hein? Vous avez fait tout ce séjour à Conakry. C'était du back to back to back. Ouais. C'est-à-dire, c'était d'activité en activité. Il n'y avait aucun moment de loisir. Pourtant, vous avez visité de magnifiques endroits. Exactement. Des endroits là où vous avez l'opportunité de vous détendre. Mais non, ça a été du travail sur du travail sur du travail. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre une minute pour vous-même pour dire c'est la mort. assieds-toi. C'est la mort. Quand tu vis, tu traverses la mort, elle te prend beaucoup de choses. Mais le moment où je me sens heureux, c'est quand je mets un Game of Thrones. Je suis mes séries tranquillement. Je suis heureux, je suis content. Je regarde mes messages. Quand je vois, par exemple, une vidéo atteindre 2 millions de vues, je suis content et autres. Parce que je suis devenu prudent. Le monde est dangereux. Oui. Les gens sont méchants. Je préfère, aujourd'hui, je n'ai pas d'amis. Mon ami, c'est mon téléphone, c'est mes enfants. Les gens sont méchants. Je préfère travailler pour que les choses bougent, les choses avancent. Mais je me dis, j'ai 45 ans, est-ce que je n'ai pas perdu beaucoup de temps? Donc j'essaie encore de rattraper plus, accélérer avant que je n'ai plus de force. Donc je consacre toutes mes forces aujourd'hui à réaliser ce que je peux réaliser pour faire avancer plus les mentalités au niveau de l'Afrique, plus les gens dans l'entrepreneuriat. C'est pour moi un défi personnel. Et donc, si vous aviez l'opportunité de partager un moment spécial de votre vie qui a été déterminant dans votre parcours, quel serait-il? Déterminant. Un moment spécial qui a vraiment été déterminant, qui vous a forgé, on dirait même. Je peux dire ma rencontre avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ouais. Pourquoi ce moment est-il si important pour vous? Parce qu'il est la seule personne qui m'a donné ma chance. Moi, j'estime que je suis pétri de talent. Je suis l'un des orateurs les plus exceptionnels qui puissent exister en Afrique. Je suis quelqu'un de passionné. Je peux prendre un dossier où, comme un avocat, où tout le monde te dit tu es coupable et quand je finis, tout le monde applaudit pour dire tu es exceptionnel. Mais personne ne me donnait ma chance. Les autorités ne voulaient pas me rencontrer. On ne peut pas le dire, mais je reconnais que je suis quand même intelligent. Oui. Moi, j'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères de votre pays qui m'a dit tu as quelque chose. Avec toi, on peut parler projet, on peut parler. Mais ça va, vous avez quand même une aura. Voilà. Vous avez, et non seulement vous avez l'aura, mais vous avez, et c'est extraordinairement, c'est notre première rencontre ici lors de ce séjour en Guinée. Mais non seulement vous avez cette aura, vous dégagez quelque chose, mais aussi vous restez humble, vous êtes accessible. Je ne sais pas comment vous arrivez à faire cette balance, mais vous avez cette personnalité qui est grandiose, mais vous avez aussi cette simplicité qui est extraordinaire. Je ne dis pas son nom. C'est une maman qui m'a dit, elle dit, garde toujours le cœur de l'enfant que tu as. Oui. Le cœur d'un enfant. Moi, je me suis toujours un enfant, peu importe. Et lui m'a donné cette chance. Il demande à sa secrétaire de m'appeler et il me dit, parle-moi de toi. Mon fils me dit, je dois te rencontrer, parle-moi de toi. En 10 minutes, je t'écoute. Et je finis de lui parler. Il appelle ses collaborateurs et dit, pourquoi m'avez toujours empêché de rencontrer Makosso devant moi? Et ses collaborateurs sont mes amis. J'ai dit, mais c'est quoi? Il dit, Camille, c'est pas tes amis. Hein. C'est pas tes amis. Et depuis ce jour, il n'y avait pas quelque chose où le Premier ministre Ahmed Bakayoko ne demandait pas mon opinion. Wow. Moi. Ouais. Il y a les obsèques d'Arafat DJ. Je fais des vidéos, on doit l'enterrer, la cérémonie doit avoir lieu au stade. Après le stade, on doit faire comme ceci. Et puis m'amène un message, il me dit, nous suivons vos instructions. Ouais. Paix à son âme. Paix à son âme. Tu te dis, c'est la chose la plus belle. Et quand je perds ma femme, il est la première personne qui m'appelle. Wow. Il me dit, sois fort. I'm back. Ouais. Je n'ai même pas pu jusqu'aujourd'hui même aller dire mes condoléances à sa famille. Pourquoi? Parce que j'ai perdu ma famille, puis après I'm back est parti. C'était trop. C'était trop. Ouais. Et je ne veux même pas revivre ce sentiment de blessure. Même quand j'en parle, je ne veux pas, parce que c'est des choses qui me détruisent. Ça te détruit, ça t'amène dans un état de 6 mois à vivre encore ça. Donc lui m'a donné ma chance. Donc je peux le dire, ça a été un moment, et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Beaucoup de portes sur le plan même des autorités du pays, parce que quand malgré tout ce qu'on disait de moi, il s'est affiché publiquement avec moi. Il a assumé. Il a assumé.
Et quand on te donne cette chance, c'est énorme. Et donc, qu'est-ce que vous faites pour honorer sa mémoire? Je continue de poser les actes qu'il posait. Ahmed Bakayoko, c'était quelqu'un qui aidait les gens. Oui, c'est vrai. Moi, je me dis, il faut toujours continuer dans ce sens d'aider et de défendre toujours sa mémoire. Parce que c'est vrai, il y a eu une vidéo sur les réseaux, on vous montre en train de donner l'argent dans la rue à la femme. Et vous avez donné, je pense que c'est une vendeuse de gâteaux, quelque chose comme ça. Oui. Vous lui avez donné 2 millions Elle vendait les fruits, les mandarines. Vous lui avez donné 2 millions qui est une somme assez élevée ici en Guinée. Et les gens ils étaient étonnés de voir, alors que vous faites ça dans votre quotidien, loin même des caméras. Loin, c'est régulier. C'est régulier parce qu'il y a des gens souvent qui ont besoin de 2 millions en francs guinéens, 150 000 francs CFA pour commencer une petite activité. Absolument. Et je connais des gens qui sont immensement riches et qui ne le font pas. Ouais. Je connais des hommes politiques qui veulent être président de la République qui n'aident pas les gens. Ouais. Qui sont renfermés, qui sont fermés. Et qui ont la main dure. Et qui ont la main dure. Je me dis, on gagne de l'argent, pourquoi? Il faut aider. Il faut aider. Il y a des personnes, aujourd'hui des jeunes filles de 22. Moi, j'ai rencontré une jeune fille de 17 ans ici dans ce pays qui est venue me voir, qui avait un projet, qui voulait avoir pratiquement la même somme pour commencer une activité, 2 millions. Et quand j'ai dit oui, elle a pensé que c'était parce que j'attendais quelque chose d'autre. Oui, il y a une contrepartie. Voilà. Elle m'a dit oui, bon. On fait comment? Si tu veux, à la fin, comment si tu veux, je peux venir là où tu es. Et puis je lui ai de venir au bureau de la plage Camaïenne, et puis je lui ai dit, si tu sors avec quelqu'un, tu vas perdre ton étoile. Ne le fais pas. Accepte même d'avoir faim. Ouais. Mais tu peux tomber. C'est-à-dire, quand tu vas dire non à un homme, il va tellement te considérer qu'il peut faire encore plus pour toi. Ouais. Parce que moi, je connais des hommes à qui des femmes ont dit non. Il a tellement été touché qu'il a dit tout ce que tu veux, demande-moi. Parce qu'aucune femme n'a pu me dire non. Et ça, je l'ai dit. Et il y a beaucoup de filles qui vivent ces genres de situations, qui gèrent les bisous, qui sont dans la prostitution, qui ne veulent pas, mais parce qu'elles vont demander un service, on les oblige. Et elles se disent, si je n'ai pas ça, maman ne va pas vivre, donc je me sens obligée. Il faut les aider. Et je veux être un catalyseur dans ce domaine-là. Et vous l'avez dit tantôt que vous voulez vraiment voir l'entrepreneuriat exploser, se développer sur le continent. Et surtout, ces entrepreneurs qui sont dans l'informel, qui contribuent à l'économie de nos nations. Exactement, qui apportent beaucoup. Énormément. Et qui sont souvent oubliés. Ok, Général, nous allons donner la parole aux auditeurs. Nous avons pris 3 questions pour vous et comme ça, vous allez répondre. C'est parti, nous allons lancer les appels. Moi, c'est Diallo Taïkouma. Je vous appelle depuis Congolia. Et je suis votre émission avec beaucoup d'intérêt. Et en fait, j'ai une question pour le général. Voilà. Ma question est la suivante. Pour plus de décisions, de positions audacieuses, notamment sur des sujets sensibles, laissez souvent des formes problèmes. Croyez-vous que le rôle d'un pasteur aujourd'hui est d'être provocateur pour lever les consciences, même si c'est la vérité, susciter des réflexions fortes, parfois opposées? Voilà. Bon, c'était ma question. Très bonne question. Merci beaucoup et bonne émission. Vous avez parlé tantôt des leaders religieux qui ont vraiment un rôle à jouer dans la société. Donc, pensez-vous que... Oui, il a parlé un peu. Moi, j'ai choisi une option. Choqué pour faire passer mon message. Il y a la communication brutale qu'on appelle la communication Donald Trump. Il y a la communication classique qu'on appelle la communication Emmanuel Macron. Moi, j'ai choisi côté Donald Trump. Je choque. Et ça attire l'attention et je passe le message. C'est passé. Ça, c'est mon système et c'est mon style à moi. Voilà. Parce qu'il y a des prises de position qui n'ont rien à voir avec la religion. Parce que tu es un humain, tu vis dans une société, tu dois te prononcer sur des sujets clés et précis. Tu en vis aussi des conséquences. Justement, quand tu dis vis dans la société, des fois tu subis aussi les conséquences de certains actes. Bien sûr, de certains actes, de certaines décisions qui sont prises, de certains prix qui augmentent. Et tu vas venir, non, alléluia. Mais non. Mon diable, placa d'abord. Que Dieu maudisse le directeur qui a augmenté ça d'abord. Makosso, elle est fort. C'est comme je rencontre un ministre avec qui je ne parlais plus. On était en conflit. Et son protocole organise une rencontre. Pour moi, on était en conflit, pour lui, non. On se rencontre, il dit, bon, Makosso, bon, on dit tu es fâché, on doit parler.
Il dit, non, ici, quand on parle, vous arrêtez les gens. Et oh, non, tu peux parler librement. J'ai dit, je peux parler librement. Il dit, oui, je peux parler librement. Il dit, tu es un sorcier dans ma vie. Il dit, tu ne commences même pas directement une percute comme ça en même temps. Il dit, oui. Le premier sorcier de ma vie dans ce pays, c'est vous, monsieur le ministre. Makosso. Son directeur même était. Il dit, monsieur le ministre. Il dit, non, laisse Makosso parler. Quand il dit, au moins, il est honnête. Au moins. J'ai dit tout ce que je pensais. On a fini, on a serré la main, on a trouvé le solution. Il m'a dit, ouais, tu vois, tu as pensé que c'était ça. Oh, c'était pas ça. Il dit, monsieur le ministre, maintenant, je retire ma parole, j'ai compris. Mais c'est, au fait, j'apprécie ça aussi beaucoup chez vous. Le fait que vous pouvez, comme vous avez dit, prendre une prise de position, mais après revenir et admettre et tout à fait et dire ok c'était ça, mais maintenant j'ai vu, j'ai constaté que j'avais tort. Voilà, et c'est pas donné à tout le monde. Non, parce que certaines personnes se disent que tu ne seras plus crédible. Oh, c'est faux. Alors que c'est quand tu reconnais tes erreurs, quand tu reconnais tes erreurs, mais c'est bien. Ça continue de construire ta crédibilité. C'est comme il y a un influenceur qui est en conflit avec les Camerounais, Zach Mouekassa et autres. Mais qui persiste dans la bêtise. Il a dit, mais attends, il est fou ce gars-là. Tu peux faire une guerre avec un pays, les traiter de bêtes et autres. Attends. Et puis tu restes dans ta position. Le président, comme il s'appelle Gabonais dans le temps, Omar Bongo disait, quand tu veux écrire un discours, tu appelles le Camerounais. C'était des monstres. En matière de discours, en matière d'écrit, c'est des monstres. En matière de richesse, en matière d'intelligence, les Bamileke, quand on parle de l'Afrique francophone, les milliardaires francophones, Afrique noire, on commence d'abord chez les Camerounais. Donc, je trouve que il faut savoir admettre, quand je commets une erreur, demander pardon, même me mettre à genoux, ça veut pas, si les larmes ne viennent pas, je peux mettre mes matlatons pour que les larmes viennent, parce que tout ça aussi c'est important dans l'art de la marmaille. Ok, nous allons passer au deuxième appel. Bonsoir Djaka et bonsoir également à l'invité. Moi c'est Aïcha Diallo, côté de l'Asie. J'ai une question à l'invité et ma question est la suivante. Ok, alors généralement vous avez souvent partagé votre vision sur la manière dont la foi peut transformer une vie. Mais comment gérez-vous les moments de doute, surtout quand les critiques sont nombreuses? Et la suivante est: y a-t-il des passages bibliques ou des principes spirituels particuliers auxquels vous vous accrochez dans ces moments-là? Merci beaucoup. C'était des questions. Très bonne question. Ouais, bien sûr. Dans tes moments de doute, comment... Non, moi, je ne doute jamais. Non, toi aussi. Quand les gens ne sont pas trop d'accord ou même m'insultent sur les réseaux, c'est là même, c'est ça même qui me fait bien bander même. Aussi, ils ont foutaise ou même quoi. Les maudits vont venir mettre les mauvais commentaires. Moi, ça me fait mal. On dit un pauvre va venir m'insulter. Et puis moi, il y a lire son commentaire. Et puis moi, il est mal. Quelqu'un inconnu, c'est-à-dire un avatar, c'est-à-dire un compte, vient m'insulter. Puis dans ma vraie vie, j'ai déprime, j'ai mal au cœur. Il n'y a rien. Ouais. Et ça me fait mal. Je mets te répondre. Et soit mes réponses ne sont plus encore. Et ça, je suis trop fort même dans ça. Moi, j'ai une phrase que j'aime bien dire. Ça glisse sur le vernis de mon indifférence. Oui. Parce que si tu es venu insulter, je dis que si tu as pris ton temps, tu as acheté passe, tu t'es assis derrière un ordinateur, tu as insulté quelqu'un que tu ne connais pas, que tu as pris ton temps pour venir sur mon poste. Le temps que tu dois prendre pour aller chez l'enseignant, tu es la personne la plus maudite de la tête. Tu es le maudit de ta famille. Tu laisses ta vie pour venir commenter moi ma vie. Que tu ne connais même pas. Que tu connais même pas, tu es maudit. Donc ces personnes même, c'est eux-mêmes qui sont mes véritables éléments, c'est ma source de motivation. Parce que l'une des clés pour réussir dans la vie, c'est la colère. La rage est un grand catalyseur de succès. Ceux qui disent que tu ne pourras pas, tu es nul, tu n'es rien, tu dois emmagasiner cela et puis dire, je vais vous montrer que je peux. Et ça déclenche en toi le champion qui dort. Donc maintenant les versets bibliques, il y en a beaucoup. Voilà, il y a les versets bibliques dans la Bible, tels que la Bible dit, répond l'insensé souvent selon son acte et autres. Voilà. Pour ne pas qu'il pense qu'il... Oui, la Bible dit, soit il faut répondre à l'insensé selon son acte. Pour ne pas qu'il pense qu'il est sage. Parce qu'il y a des personnes qui se combattent dans la bêtise, quand on ne leur dit rien, ils pensent qu'ils ont raison. À un moment donné, fait un jet des gens, tu même pas. Et puis la personne reconnaît qu'il n'est pas sage. Voilà. Moi, je me rappelle d'une femme qui est venue mettre un commentaire insultant autre. Quand j'ai envoyé la réponse, elle m'écrit maintenant, puis j'ai fait la capture, et puis j'ai posté. Parce qu'elle vient me dire, oui, c'est pour ça qu'on dit que tu as tué ta femme. Voilà. Je lui ai donné une réponse et j'ai posté. Elle m'envoie pardon, supprime. Mes parents sont en train de m'appeler. Moi-même, j'ai laissé ça. Ils l'ont, j'ai dit, tout le monde est venu briser cette jeune fille. Ah oui, et les mots ont des conséquences. Dans 72 heures maintenant,
j'ai enlevé. Ma mission est accomplie. Et puis j'ai mis un bon test. Parce que tout simplement, je défends ma position en tant qu'être libre. On vient insulter jusqu'à la mémoire de ma femme avec des petits pleurs. Je ne pleurais pas. C'est pour attirer le sentiment de tous mes fans. Mes 2 millions 700 000 de maniants pour aller mordre ses seins. Ils l'ont insulté. Ce que Dom a dit, on va trouver chez toi à la maison pour aller te frapper. Au moins, ça servira d'exemple pour les autres. Exactement. En fait, c'était l'objectif même. Depuis ce temps-là, d'autres ont fait attention. Tu t'as mis, je t'affiche. Voilà. Vrai. Ouais, des fois, c'est nécessaire. Troisième et dernier appel. Bonsoir, je suis Leila, je vous appelle depuis le Niger. Yafa, j'aimerais tellement vous parler et je profite de l'occasion pour vous saluer et j'ai une question pour l'invité. Vous avez parlé publiquement de rédemption et d'acceptation de ses erreurs. Quelle leçon de rédemption vous semble essentielle pour ceux qui vous suivent et traversent eux-mêmes des périodes de jugement ou de critique? Comment ces expériences vous ont-elles transformé personnellement? Je vous remercie. Elle n'est pas le français. Nous, on a fait vagabondage. Elle dit quoi? Elle dit... elle n'est pas le français. Vous avez parlé, tout à l'heure même, vous avez parlé de reconnaître ses erreurs et d'accepter. Et donc, elle dit, quelle leçon de rédemption vous semble essentielle pour ceux qui sont qui peuvent se retrouver dans les mêmes situations que vous, ou des personnes qui traversent des périodes de jugement ou de critique. Quelle leçon essentielle pouvez-vous leur apporter? On va prendre même les couples. La plupart des couples qui divorcent, c'est parce que personne ne veut accepter qu'il a tort. Personne ne veut faire un pas pour dire là j'ai tort. Surtout les femmes, elles ont tout le temps raison. Mais quand même, on a tout le temps raison. mais c'est vrai, vous avez tout le temps tort. Okay. Oh, j'estime que la base de la réussite, c'est l'humilité. C'est vrai. L'humilité précède la gloire. Mais il y a des moments donnés où tu n'as pas le droit de faire la rédemption, de présenter des excuses. Lorsque tu n'as pas tort. Parce que souvent il y a des problèmes dans la famille. Tu as raison, on te demande de présenter des excuses parce que tu es le plus jeune, ne commets pas cette erreur. Ils vont t'écraser. Mais il y a des moments donnés où des personnes ont vraiment commis des erreurs, où souvent tu ne vois pas ton erreur. Mais il faut, et tout le monde te dit tu as tort, tu as tort, tu as tort. Il faut apprendre à écouter le pourquoi les gens disent tu as tort. Et souvent ça m'arrive de donner l'opinion, d'écouter les gens. Ils montent, je vous écoute. Général, ici, on va t'expliquer ici. Et je me rends compte maintenant que ma prise de position a pu blesser par exemple une communauté. Ouais. Et là, il faut arranger les choses de façon simple, de façon claire et autre. Maintenant, ceux qui ont compris, ont compris. Ceux qui n'ont pas compris, tu ne vas pas passer toute ta vie à leur courir après comme un chien battu pour leur présenter des excuses. Là, maintenant, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas. Voilà, maintenant, ils n'ont qu'à gérer les émotions hautes. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, Général, pour tous ces influenceurs qui aspirent à être comme vous, surtout ces influenceurs africains, parce que ceux qui nous intéressent, nous sommes en Afrique, quel conseil avez-vous à leur prodiguer? Par exemple, vous êtes venu ici et franchement, moi j'étais tellement contente. Vous avez vulgarisé tout ce qui se passe, tout ce qu'il y avait de beau, tout ce qui est en train d'être fait en Guinée. Pourquoi avez-vous tenu à faire cela? Vous avez visité tous nos chantiers. Ça a vraiment été une course, hein? Vous avez... J'ai pas fini, je reviens dans 2 semaines. Et voilà, parce que non, il y a tellement de chantiers que... Exactement. Mais, et moi, ça me faisait plaisir de voir toutes ces vidéos. Oh, regardez ici, c'est la Guinée. Oh, regardez comment c'est beau. Oh, regardez tout ce qui se passe. Pourquoi c'était important? Vous n'êtes même pas guinéen, vous étiez ivoirien. Pourquoi c'était important pour vous de faire cela? Et que voulez-vous dire à tous ces influenceurs? J'ai 45 ans. Je n'ai plus devant moi 20 ans pour être fort comme je suis fort maintenant. Qu'est-ce que j'apporte à l'Afrique? Très bien. Si les influenceurs, aujourd'hui tout le monde a un téléphone, n'ont pas compris que la première mission que nous avons, c'est de porter l'Afrique à une autre dimension, on a échoué. Je l'ai fait parce que j'ai aimé ce pays et j'ai constaté que tous ceux à qui je parlais de ce pays me disaient que la Guinée est un village. Qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de route, il n'y a absolument rien. Et je pensais comme eux avant de venir en Guinée. Donc, incompétence notoire des influenceurs guinéens.
on doit tous demander à Dieu de les rendre visite la nuit pour gifler tous les influenceurs guinéens. Pour les gifler. C'est un acte de haute trahison pour son pays. Parce qu'il pense que si je le fais, c'est que je fais de la politique. Non. Lorsque un chef d'État ne sera plus chef d'État parce qu'ils ne sont pas éternels, ils peuvent mourir à n'importe quel moment. Toutes les œuvres que son gouvernement a mis en place ne lui appartiennent pas parce que ça appartient aux Guinéens, parce que c'est avec l'argent des Guinéens. Nous, on l'a compris. Il fallait apporter cette expertise que nous, en Côte d'Ivoire, les influenceurs qui ont compris au niveau... Ah, Côte d'Ivoire fait promotion de son pays. Yeah. On n'a qu'à faire sortir un pont. Oh. Et il y a même le pont Ado. Pont là même là, c'est béton, c'est corde, et puis on a mis lumière. Mais si tu arrives à bien que tu n'as pas fait photo là, c'est que tu n'as pas lu. On a fait de ça un site. Ouais. Drogba a fait photo là-bas. Alpha Blondy a fait photo là-bas. Tous ceux qui viennent dire on va vous amener au pont Ado pour aller faire la photo. Et ça a imposé ce qu'on appelle un véritable truc. Et ça, nous voulons l'apporter aussi, que ce soit à la Guinée, surtout la Guinée, parce que si ce qui est fait en Guinée était fait au Mali ou au Burkina, wallahi billahi, on n'allait pas dormir. Le tiers de ce qui est fait en Guinée, si c'est au Mali, Ivoiriens, venez voir le pays, on n'allait pas dormir. Prenons seulement le défilé militaire qui a eu lieu ici, la fête des dépendances. Si c'était le Mali ou le Burkina qui avait réalisé ça, nous on était morts. Donc on est dans la concurrence des pays. Et c'est une concurrence légitime et qui est jolie à voir. Il faut le faire, il faut faire la promotion. Mais tout le monde présente son village avec sa main gauche. Chez nous ici, tout n'est pas bien. Quand tu écoutes les influenceurs guinéens, c'est comme si en Guinée, dans 2 jours, il y aura une guerre civile. Tu as même peur de venir. Il faut qu'on change cela. Voilà, et c'est ce que je suis venu apporter. Et bientôt, je vais les motiver à faire leur identification, à rencontrer le Premier ministre. Et ensuite, on va se parler dans des challenges. Il faut créer des prix du meilleur influenceur qui vend plus la Guinée. À la fin de l'année, on lui remet un prix du ministère du Tourisme. Ça va motiver tout le monde. Donc il y a ces petites propositions que tu as vu que je suis un peu intelligent. Tu as vu? Et puis on ne m'utilise pas. Il faut m'exploiter. Voilà. Je peux être même conseiller de plusieurs ministres. Voilà. Pour leur donner mes idées. Donc c'est ça qu'on va essayer d'apporter. On l'a expérimenté avec Dalaba, où il y a beaucoup d'influenceurs qui n'étaient pas sur la liste. J'ai boosté autres. On nous a fait comprendre qu'il n'y avait pas un budget spécifique pour les influenceurs. Et je les ai dit, votre pays, vous ne pouvez pas attendre l'argent pour aller faire votre pays. Ils ont dit Marcos, on y va. Et ils ont fait un travail extraordinaire. Et c'est ça que je dis souvent aux gens, parce que je dis souvent aux gens, il y a des problèmes partout dans le monde. On fait, les Américains ont réussi à faire de l'Amérique le meilleur pays au monde, le plus beau pays au monde, le premier pays au monde. Et pourtant, la plus grande population de SDF, c'est-à-dire sans domicile fixe, se trouve aux États-Unis, en Californie. À Skid Row. La plus grande population, c'est-à-dire le premier pays au monde. Ceux qui n'ont pas maison, qui dorment dans les rues. Qui dorment dans les rues, se trouvent aux États-Unis. Le premier pays au monde. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont vendu chez eux. C'est ça, c'est-à-dire le rêve, l'Eldorado. C'est-à-dire, si tu n'es pas venu aux États-Unis, tu n'as rien fait dans ta vie. Et c'est ça aussi qu'on doit apprendre à faire en Afrique. Et c'est pour ça, moi, je suis toujours dans la création de contenu qui valorise chez moi. On a tous des problèmes. Même le premier pays au monde a des problèmes. Mais je préfère... Ils sont très endettés même encore, plus que nous. Exactement. Non, on ne parle même pas de leur dette. Mais ils se focalisent sur ce qui marche. Exactement. Se focalisent sur ce qui est bon. Et c'est ce que moi aussi je fais toujours ici. C'est pour ça que je suis toujours dans l'idée... Personne ne vendra la Guinée plus que nous, les Guinéens. Nous sommes les premiers ambassadeurs. Et c'est ça, chaque Africain est le premier ambassadeur de chez lui. Et j'ai toujours apprécié ça. Moi, j'ai grandi au Texas, à Houston, avec... Je n'ai que des amis ivoiriens. Ivoiriens, sénégalais et nigériens. Mais quand l'Ivoirien te parle de chez lui, et je me l'appelle à l'époque... Et nous avons le mot... Il n'y a pas pays qui est plus doux que la Côte d'Ivoire. Abidjan est doux. Et à l'époque, c'était la guerre. Vacances viennent, grandes vacances, on a fini. Ils sont tous dans l'avion pour venir. J'ai dit, mais il y a la guerre chez vous. Il dit, non, quelle guerre? Non, nous on rentre en boîte.
On reste en boîte, on rentre avec Yakou, veut faire qu'on rentre à 18h, on est en boîte jusqu'à 6h du matin. Mais ils partaient, ils étaient toujours pressés de rentrer chez eux parce qu'il dit que l'enjaillement qu'ils trouvent chez Abidjan eux, Abidjan et tout, ils ne trouvent nulle part ailleurs. Donc moi je te remercie vraiment pour éveiller les consciences parce que comme tu as dit, nos influenceurs africains sont les premiers ambassadeurs de chez nous. Donc avant de terminer ce podcast, j'ai juste 2 petites dernières questions. Allons-y. La première, c'est quel est votre plus grand regret? J'en ai pas. Très bien. Bizarrement. Je réfléchis, j'en ai pas. Parce que c'est ça qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Même les épreuves les plus difficiles ont servi à vous façonner. Voilà. Chaque événement te permet de transformer une personne, une partie de ta personnalité. Absolument. Et est un enseignement pour les générations à venir. Absolument. Donc je n'ai pas de regrets. Quelle est votre plus grande joie? C'est mes enfants. Vos enfants. Ils sont beaux, ils sont intelligents et ils sont bien éduqués. Parce que souvent tu es là, tu te dis, est-ce que tes enfants n'ont pas une vie double? C'est vrai, voilà. Oui. Et surtout que vous êtes tellement occupés, c'est vrai. Mais quand souvent ils te parlent, ils te disent, ah papa, nous, aujourd'hui, on est personnalités publiques, il ne faut pas nous trouver dans une position bizarre, ils vont aller nous insulter, puis ils vont t'insulter sur les réseaux autres. Et ça me rend fier. Je me dis, voilà. Je me dis, mes enfants ont compris. Absolument, parce que c'est vrai, leur comportement aussi est une réflexion sur vous, absolument. En tout cas, Général Makosso, ça a vraiment été un plaisir de partager ce fauteuil avec vous, vraiment, et je vous remercie, et vous êtes empreint de plein de sagesse derrière la façade fulgurante et fougueuse. Il y a quand même beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence, beaucoup d'humilité et vraiment un panafricanisme qui ne dit pas son nom. Donc en tout cas, merci. Et un dernier mot, je vous laisse quand même un dernier mot. Le dernier mot que j'aimerais dire aux gens, ne me pas sans laisser un nom dans ce monde, mais un nom qui pourra être un exemple pour les générations à venir. C'est ce que j'aimerais dire. Meurs pas sans rien laisser derrière toi. Ça, c'est important. En tout cas, c'est un très beau mot de la fin. Général Camille Makosso, merci infiniment pour ce moment de vérité et de partage. Vous avez su nous montrer que malgré les obstacles et les regards sceptiques, il est possible de rester fidèle à ses valeurs et de vivre pleinement sa foi. Votre parcours, vos défis et votre approche inspirent beaucoup de personnes à poursuivre leur propre chemin, qu'elles soient croyantes ou simplement engagées dans la quête d'authenticité. À notre audience, merci d'avoir été avec nous pour cet épisode spécial de On se dit tout. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir et un privilège. Nous espérons que les réflexions du général Makosso vous inspireront à rester authentique et résilient face aux défis et aux critiques. Restez connectés pour de nouveaux épisodes où nous continuons à aborder les sujets qui font réagir et grandir. À très bientôt.